Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être présents. Donc, je suis Louis Feucherolles, responsable marketing chez Schneider Electric. Et on vous a convié pour vous présenter un sujet d'importance majeure, la décarbonation de l'industrie. Donc, pour ce webinaire, nous avons coupé les micros pour le bien de la séance. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les prendrons tout au long de cette session. Et puis, vous aurez l'ensemble des réponses par mail et ainsi que le replay par mail à la fin. Donc, pour ce webinaire, je serai accompagné de Nicolas et d'Antoine pour vous présenter 3 sujets tout au long de la session. Donc, le premier, Nicolas vous présentera comment décarboner son industrie et comment construire sa feuille de route. Ensuite, Antoine prendra la main pour vous présenter un cas d'application bien précis qui est l'électrification et rentrer un peu plus sur cet axe qui est majeur de nos jours. Et puis, Nicolas reprendra la main pour lever les freins financiers avec une solution assez innovante qui est l'énergie as a service. Donc voilà, la session se découpe en 3 parties. Donc, je vous présente Nicolas Pic, donc, qui est responsable au sein des équipes de Sustainability Business chez Schneider Electric, donc, qui font du conseil en décarbonation, et Antoine Tomasi, consultant principal en électrification, donc, qui accompagne nos clients dans tous les sujets d'électrification. Il vous en dira un peu plus tout au long de sa présentation. Donc, je vais tout de suite laisser la main à Nicolas pour commencer sur la feuille de route de décarbonation. Merci beaucoup, Louis. Bonjour à tous. Très content d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui, je pense, si vous êtes connectés et inscrits, vous concerne. Donc, l'idée, c'est de partir d'abord de cette feuille de route un peu générale. Puis ensuite, Antoine rentrera vraiment dans un cas pratique lié à l'électrification avec une particularité qui est l'hybridation qui vous déterra. Et je reviendrai sur la partie effectivement énergie as a service dont vous avez peut-être déjà entendu parler, voire déjà pratiqué. Pour commencer, pour contextualiser un petit peu la raison un peu d'être de la décarbonation, je voulais vous partager une nouvelle récente que vous avez peut-être vu passer dans la presse ou sur les réseaux sociaux. On vient de dépasser une 7e limite planétaire. Donc, il y a la partie acidification des océans est maintenant passé pile la limite et est devenue une nouvelle limite planétaire dépassée. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces limites planétaires, mais c'est une manière de visualiser la capacité de la planète à se régénérer. Et on voit maintenant que l'acidification des océans a 2 impacts principaux. Le premier, c'est que l'océan aujourd'hui, c'est un puits carbone majeur qui, malheureusement, plus il y a d'émissions de CO2, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère et plus l'océan, en l'absorbant, s'acidifie. C'est une première réaction. Donc, il perd un petit peu de sa capacité à absorber d'autant plus de CO2. Et la deuxième conséquence, c'est une conséquence sur la biodiversité, puisqu'un certain nombre d'organismes vivant dans cet environnement a besoin d'un bon niveau de pH pour pouvoir se développer normalement et donc impacté par cette acidification. Donc, dans ce contexte-là, c'est pas mal de rappeler que on a tous notre part de responsabilité à prendre. C'est le cas pour l'industrie. Je le rappelle, en France, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a une part de responsabilité et de par cet impact-là, c'est vraiment devenu un incontournable de parler et d'agir sur la décarbonation. Avant de rentrer dans la partie roadmap, on voulait prendre 2 minutes pour faire un petit auto-diagnostic et vous solliciter. Donc, on va vous demander de participer à un petit sondage. On voudrait vous parler des différents types de maturité sur 3 grands piliers. Il y a un premier pilier sur la planification, donc tout ce qui est planification de la décarbonation. Est-ce que vous avez déjà défini ce outil de décarbonation? Est-ce que vous avez déjà une gouvernance en place
autour de ces axes-là, que ce soit intégré dans la RSE, le département HSE ou énergie. Est-ce que vous avez déjà budgété dans les grandes lignes cette décarbonation et cette planification? Sur l'axe de la numérisation, est-ce que vous avez déjà du monitoring de l'énergie sur site, au niveau des sites? Et est-ce que vous avez déjà un système centralisé pour le reporting ESG qui permet de connecter en partie donc ces consommations d'énergie avec des facteurs d'émission et de vous donner donc un suivi d'une partie de ce reporting ESG avec ce système-là. Est-ce qu'en termes de décarbonation, vous avez déjà échelonné et décascadé un plan de décarbonation au niveau du groupe, au niveau de votre site? Est-ce que vous avez aujourd'hui très clairement identifié sur ce site les actions à mettre en place sur les différents piliers de décarbonation pour atteindre vos objectifs de décarbonation? Est-ce qu'associé à ces actions, vous avez des budgets? Et dernière thématique, est-ce que vous avez déjà adressé le scope 3 ou pas encore pour essayer de comprendre le niveau de maturité? Donc, je vois déjà quelques réponses. Merci beaucoup. Donc, ce qui a l'air de ressortir, c'est un niveau plutôt intermédiaire. Donc, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas tellement commencé. Vous êtes encore en recherche de plan, en conception de ce plan. Pour la majorité d'entre vous, j'imagine que vous avez une partie qui est dans le bleu foncé, donc vous avez déjà des choses en place, mais encore des choses à adresser. Et certains d'entre vous sont avancés, donc sont matures sur le sujet de la décarbonation. Super, ça me permet de voir un peu plus clair. Donc, je vais prendre un petit peu de temps maintenant pour parler de cette roadmap. Donc, la roadmap de décarbonation, elle commence tout à gauche. Ce qu'on voit à gauche, c'est tout simplement la photographie actuelle, là où vous en êtes en termes d'émissions de CO2. Il y a plusieurs méthodologies pour le faire. En France, la plus connue, c'est le bilan carbone, qui est une méthodologie normée qui permet de suivre exactement là où vous en êtes en termes d'émissions scope 1, 2 et 3. Ce qui est important et ce qu'on préconise, c'est que pour vraiment établir votre feuille de route de décarbonation, ce n'est pas seulement prendre ces photographies, mais la projeter dans le futur, à l'horizon de vos objectifs, que ce soit 2030, 2040, 2050, par exemple. Et à l'horizon de ces objectifs, prendre des hypothèses de croissance, que ce soit des hypothèses de croissance internes ou externes, mais qui permettent de voir vraiment à quel niveau il faut démarrer cette décarbonation. Donc, une fois qu'on a établi à la fois la photographie actuelle et qu'on l'a projetée dans le futur, et modérée et modulée par les évolutions économiques et donc d'émissions de CO2, on va le simplifier en 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est la réduction. Donc, comment faire, soit via de la sobriété, soit via de l'efficacité énergétique, mais réduire donc tout ce qui est consommation d'énergie et par conséquent, en réduisant cette consommation d'énergie, en réduisant les scopes 1 et 2 de votre site. Puis, on a tout ce qui est shift, donc passer d'une énergie carbonée à une énergie décarbonée. On pourrait parler de biomasse. On va parler dans le détail d'électrification juste après avec Antoine. Ensuite, on a un grand pilier qui est baisser l'intensité carbone de l'énergie qui est achetée. Donc là, on va travailler sur comment mieux acheter de l'énergie. On va parler de PPA, on va parler de garantie d'origine aussi sur le gaz. Donc, c'est vraiment shifter les énergies, les émissions au niveau de l'achat d'énergie. Et le dernier pilier, ça va être, pas des moindres, hein, c'est tout ce qui est engager sa chaîne de valeur. Donc là, ça va être un travail sur le scope 3 et avec sa chaîne de valeur, donc avec ses fournisseurs ou parfois avec ses clients, hein, ça dépend de là où se trouve votre scope 3. Travailler à réduire d'autres émissions pour vraiment engager cette chaîne de valeur et aller plus loin sur la décarbonation. Donc, en fonction de votre niveau de maturité, il y a des chances que vous ayez engagé un ou la totalité de ces piliers.
Mais évidemment, on peut toujours aller plus loin, même sur des piliers qui paraissent simples, qui mettent un peu tout le monde d'accord, comme l'efficacité énergétique, qui permet souvent d'avoir des rentabilités intéressantes et qui sont où on a, enfin, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. Et il y en a d'autres qui sont plus compliqués, et je pense notamment au scope 3, mais qui pour autant sont en ce moment très demandés, très importants. On voit de plus en plus de programmes d'engagement fournisseurs, et c'est un vrai levier puissant, puisque pour la plupart des industriels, le scope 3 est en fait majoritaire et représente une majorité des émissions de CO2. En termes d'organisation et de méthodologie, ce qu'on préconise et ce qu'on a remarqué de nos expériences, c'est que parfois au niveau d'un site, on va avoir des bonnes idées, on va déjà avoir identifié des solutions de décarbonation, mais finalement, ça ne suffit pas forcément et on a vraiment besoin d'engager à tous les niveaux de l'entreprise une volonté d'aller vers de la décarbonation et d'avoir compris les enjeux qui sont liés à ça. D'avoir notamment évoqué des sujets comme du prix interne du carbone, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir budgéter, comprendre le risque lié à la non-décarbonation. Et c'est important de commencer par ce pilier un peu stratégique avant d'aller sur de l'implémentation, puisque sinon on va avoir des blocages entre les deux, notamment dès qu'il va s'agir de débloquer des CAPEX ou d'avancer sur des sujets qui demandent de débloquer des budgets. Donc, ce qu'on préconise en 4 grandes étapes, nous, c'est de travailler d'abord avec le groupe. Donc, soit vous êtes au niveau par exemple, une PME ou une ETI, vous êtes complètement intégré et généralement, il y a un accès assez facile à toutes les parties prenantes. Donc, c'est quand même pas évident de mettre tout le monde autour de la table, de parler aussi bien à un directeur financier que au directeur de production, au directeur ou au patron de l'entreprise. Mais c'est important de le faire. Ou que ce soit au niveau d'un corporate, donc vous faites partie d'un groupe, le groupe a peut-être d'un côté une certaine stratégie, peut-être pas, mais en tout cas, il n'y a pas forcément cette corrélation entre la stratégie groupe et l'application sur site industriel, et c'est vraiment là qu'on va agir. Et donc l'idée sur ce pilier stratégie, c'est d'établir vraiment une feuille de route au niveau du groupe pour visualiser là où il faut mettre de l'effort, engager toutes les parties et déjà anticiper et débloquer les futurs blocages qu'il pourrait y avoir pour décarboner. L'étape suivante, elle commence au niveau de l'étude énergétique, c'est le fait d'identifier sur site, de comprendre le fonctionnement du site, comprendre vraiment sur la partie scope 1 et 2, comment est consommée l'énergie, comment elle est transformée, comment elle est utilisée, voir tous les potentiels d'optimisation, tous les potentiels. Donc vraiment, là, je reprends mes piliers d'avant, mais tout ce qui est efficacité énergétique, tout ce qui est shift et donc passage vers une énergie décarbonée, tout ce qui est achat d'énergie. Donc reprendre tous ces piliers-là pour en faire un vrai plan d'action dédié au site, qui est budgété et qui permet de l'actionner. Ensuite, une fois qu'on a créé un ou plusieurs scénarios de décarbonation, l'idée c'est de le refaire valider, donc encore toujours avec cette idée de gouvernance. Et ce scénario qui aura été validé, qui sera une combinaison d'actions à plus ou moins bonne rentabilité, en les combinant ensemble, on a un scénario global qu'on va faire valider et passer en phase de conception. La phase de conception, c'est donc une phase de design. Là, on va consulter tout ce qui est des acteurs, des faiseurs, des boîtes de travaux, des sous-traitants, des personnes qui vont pouvoir mettre en place les solutions de décarbonation. Et puis, on va venir les implémenter, et notamment, je l'expliquerai à la fin de ce webinaire, avec un des systèmes qui est l'énergie as a service, qui nous permet de l'implémenter de manière assez intéressante. Pour conclure et pour rapidement présenter notre équipe,
Au sein de la manière dont on accompagne nos clients au sein de notre équipe, elle se fait principalement sur 5 grands piliers. Et ça reprend un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure et les piliers qu'on a vus tout à l'heure. Mais on a vraiment une équipe qui est dédiée en conseil en développement durable et qui va venir travailler avec les industriels sur de nombreuses thématiques autour du développement durable. Donc là, on a mis quelques exemples, mais des empreintes, des stratégies de décarbonation, des analyses de risques et d'opportunités liées au climat, des analyses sur la biodiversité, de la même manière, un risque et opportunités liées à la biodiversité, tout ce qui est analyse de cycle de vie. On en parle beaucoup dans le scope 3, mais c'est super important de travailler sur l'analyse de cycle de vie. Et le reporting. Donc, évidemment, il y a tout un contexte réglementaire, mais aussi tout un contexte volontaire. Donc, dans le réglementaire, il y a tout ce qui est notamment CSRD, et dans le volontaire, tout ce qui est CDP et SBTI, qui est tout un pan important de la durabilité. On a une équipe dédiée à ce qui est décarbonation, donc de l'efficacité énergétique, tout ce qui est électrification, tout ce qui est programme de décarbonation. Une équipe dédiée aux énergies renouvelables, et notamment tout ce qui est PPA. Ce n'est pas toujours connu, mais Schneider Electric est le leader mondial de la négociation de PPA. Donc, on n'est pas un producteur d'énergie renouvelable, mais on conseille et on accompagne dans la signature de ces PPA. On fait aussi on fait tout type de PPA, du virtual PPA, mais aussi du direct PPA, on-site PPA. Donc, voilà, on pourra en parler plus en détail. On a tout un pan sur la contribution, donc ce qu'on appelle compensation aussi carbone parfois. Donc, c'est une fois qu'on a travaillé sur tous les piliers de décarbonation, le résiduel pour aller contribuer et développer des projets qui permettent d'aller contribuer et aller plus loin dans l'objectif de décarbonation. Et enfin, achat d'énergie. Donc là, on a un pilier qui s'occupe de tout ce qui est négociation, approvisionnement énergétique, suivi de facturation, budgétisation, et le tout est appuyé sur un logiciel qui s'appelle Resource Advisor, qui nous permet, d'un point de vue entreprise, d'avoir une vue globale sur l'ensemble de ces piliers, donc à la fois sur la partie ESG, achat d'énergie, efficacité énergétique et décarbonation. Donc maintenant, je vais laisser la main à Antoine pour zoomer un petit peu sur un cas pratique lié à l'électrification et notamment sur sa faisabilité. Ok. Bonjour à tous, Antoine Tomasi, je suis enchanté de rencontrer tout le monde, en tout cas de pouvoir faire cette session avec vous. Je suis effectivement consultant chez Schneider Advisory Services et dans la branche, ce qu'on appelle aujourd'hui Process Électrification. Et je vais faire un deep dive, enfin un focus sur l'électrification en général qui vient en compléter en fait ce qu'a dit Nicolas. Aujourd'hui, l'industrie, c'est essentiellement, on va dire, contribue fortement aux émissions à gaz à effet de serre. Et si on prend même les industries de type de consommation courante, il y a moins de 10% qui vont arriver d'ici 2050 à être carboneutres. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Ce n'est pas la question, mais en tout cas, c'est un nombre qui est réduit. Ça peut s'expliquer par le climat politique ou économique actuel, donc ça, on vit tous la même chose. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, au travers des clients qu'on a pu rencontrer, c'est qu'essentiellement, une fois certains leviers réalisés, soit des ECM, ou soit des gains rapides, ou même les subventions étatiques reçues, les demandes de remboursement, on avait un blocage. Et ce blocage, il est essentiellement dû à la difficulté de se dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour soit électrifier ou décarboner ce dernier kilomètre. En fait, quand on parle avec les dirigeants, soit des dirigeants d'entreprise, soit avec des responsables d'ingénierie ou de maintenance, on s'est rendu compte qu'il y a certains freins qui reviennent. Soit le manque de puissance, dépendamment du pays. Donc, en France, si vous êtes en France, on a la chance d'avoir normalement assez de puissance. Maintenant, il faut bien la planifier. Si vous êtes d'autres pays européens, comme les Pays-Bas ou même ailleurs, c'est plus conflictuel. Il y a une congestion au niveau de réseau qui existe. Autre point qui ressort souvent, c'est la disponibilité des technologies. Je veux électrifier, je veux décarboner, mais ce process, en tout cas, cette technologie n'est pas disponible pour moi, en tout cas sur le niveau de chaleur attendu, par exemple. Et le dernier point qui souvent sort, c'est de se dire, j'ai une infrastructure électrique, j'ai mon site, j'ai la volonté de le faire, mais quid du reste de mon usine, en fait.
Est-ce que ça va bien matcher? Est-ce que je vais devoir les considérer? Est-ce que je dois les moderniser? Donc ça, c'est des freins qui font que ça, on a pris du retard, ou en tout cas, les dirigeants peuvent se poser des questions. Est-ce que je dois électrifier ou pas? Considérant qu'en plus, le prix de l'énergie est souvent, parfois en défaveur de l'électricité. Notamment si on prend, par exemple, l'Angleterre aujourd'hui, les prix du gaz versus les prix de l'électricité sont d'un ratio de 1 à 5. Donc forcément, on peut se poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Oui, pour décarboner. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse pour mon business? Ça, c'est une autre question. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on dit nous, de notre côté, c'est dans une démarche d'électrification, dans une démarche de décarbonation, vous allez avoir la capacité électrique qui va monter ou être réduite si vous cherchez plutôt de la sobriété. Et naturellement, vous allez voir le fournisseur d'électricité, que ce soit un Enedis ou un RTE en France, dépendamment de notre puissance, un ONE si vous êtes en Afrique du Nord ou un Etrabel si vous êtes en Belgique, par exemple. Ils connaissent très bien leur réseau, donc ils vont pouvoir vous répondre. Ça va potentiellement avoir des coûts. Ce qu'on sait moins, c'est la manière dont vous allez gérer votre réseau, en tout cas vos process en interne. Et la question de se dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai bien adressé les 7 boîtes qui sont ici, est-ce que je les ai bien combinées ensemble? C'est de se dire, si je retourne voir mon fournisseur électrique, je dois planifier, je dois m'assurer que la demande qui va être faite, elle est faite au bon moment, ou en tout cas, elle est faite avec les bonnes demandes. Généralement, ce qu'on dit à nos partenaires ou à nos clients, c'est vous pouvez y aller une fois, vous pouvez aller faire une première demande, encore une fois, auprès de fournisseurs français, par exemple, mais si vous revenez 2 ans après avec une nouvelle demande, on risque de vous dire, excusez-moi, mais entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé et un nouveau client qui doit se connecter sur ce point de livraison, vous n'êtes plus seul, ce ne sera pas possible. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien planifier, c'est important. D'une manière générale, tout projet doit être planifié, mais encore plus pour l'électrification. Pourquoi? Parce que ça va impacter sur plusieurs années votre process de production. Et on se doute bien que si vous avez une usine, on va dire le point principal, c'est de continuer à produire, de produire de manière rentable, effectivement, et in fine. C'est de planifier, être capable de gérer le risque potentiel qui va arriver. Est-ce que la qualité va être des produits qui vont être gérés vont être toujours la bonne? Est-ce que je vais pouvoir avoir la disponibilité sur mon site? Donc, il y a quelques points comme ça qu'il faut regarder. Et encore une fois, in fine, c'est de rentabiliser. Alors, comme je l'ai dit, une des difficultés, c'est de se dire, j'ai des idées, je peux voir le fournisseur électrique, je peux installer du renouvelable ou je peux changer mon process, mais comment je peux les mettre en musique? Et surtout, est-ce que ça va être rentable à la fin de la journée? Alors, Nicolas vous a présenté auparavant quelques étapes qui démarrent par une stratégie au niveau de l'efficacité énergétique et de la conception. Si je prends le focus sur la partie électrique ou électrification en tant que telle, vous voyez quelques étapes, elles s'intègrent là-dedans. Mais ce qu'on regarde, nous, c'est aujourd'hui, est-ce que je peux évaluer sur mon site, est-ce qu'il est pertinent ou pas d'électrifier et dans quel ratio? Une première vue globale de oui, je peux électrifier, oui, j'ai l'efficacité énergétique, mais est-ce que ça va marcher? Une fois que c'est décidé, on sait à peu près quels sont les process électrifiés, donc c'est sûr que si vous êtes, par exemple, sur une usine agroalimentaire, on va connaître les plus gros process énergivores. Ça va être la génération de vapeur ou la génération d'eau chaude. Si vous êtes sur une raffinerie, par exemple, effectivement, ça va être beaucoup plus complexe puisqu'il y aura beaucoup plus potentiellement de plusieurs petits process qui vont être électrifiés. Donc, dans un deuxième temps, une fois qu'on les a évalués, on va rentrer dans une phase de faisabilité. Généralement, c'est à l'issue de cette étape qu'on prend une décision d'investissement ou d'aller plus loin. On peut même dire on arrête à ce moment-là. Et où on va définir un certain nombre de scénarios et être capable de dire si j'électrifie et surtout à quel niveau de ratio. La dernière étape, l'opérabilité, en fait, c'est de définir, on va dire avec plus de précision, à plus d'intérêt, comment on va déployer, en fait, cette étape. Là, on revient généralement à ce que proposait Nicolas au début, d'arriver avec des phases de conception plus détaillées et de travailler avec des partenaires. Donc, tout ça pour dire, en fait, la question qui se pose une fois qu'on a pris cette décision de décarboner, une fois que j'ai identifié que je pouvais électrifier, et dans un certain nombre, la question qui va se poser, c'est, d'accord, mais dans quel ratio? Est-ce que je vais électrifier maintenant à 100%, avec la certitude ou pas que mon cas d'affaires, mon cas d'étude sera positif et rentable pour moi? Est-ce que je vais électrifier à 50%? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, c'est toujours pertinent ou est-ce que je dois attendre? Donc, on a pu électrifier certains sites à 100%, ça nous est arrivé.
Mais dans la majorité des cas, les gens nous disent « oui, je veux le faire, mais je veux m'assurer d'avoir soit un secours énergétique évidemment, ou soit d'y aller progressivement pour pouvoir jouer ». Donc, ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'électrification hybride, encore une fois, qui permet d'avoir un phasage entre l'électrification 100% et rien du tout, qui en fait repose sur la partie conventionnelle qui est habituellement ce qu'on peut voir sur des sites, une génération soit de vapeur, soit d'eau chaude qui est fait par du gaz naturel avec une conversion et qui amène au process, et de se dire comment on peut complémenter cette génération conventionnelle. Elle s'appuie sur 4 piliers qui vont être de faire une co-synergie entre les différents flux énergétiques, thermiques, électriques, potentiellement cinétiques. Donc ça, c'est de 1. De 2, l'autoconsommation sur site. Est-ce que je peux rajouter des panneaux solaires? Est-ce que je peux bénéficier, on va dire, de la génération via le solaire pour compenser tout ça? Le 3e sera les technologies elles-mêmes. Est-ce que je dois changer, par exemple, si encore une fois je donne l'exemple de la chaudière, parce que c'est le plus parlant et c'est le plus général aujourd'hui, est-ce que je dois changer ma chaudière une pour une, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres technologies qui vont me permettre d'obtenir le même type de performance, mais avec soit une meilleure efficacité énergétique, ou soit un coût évidemment moindre? Ça, on peut se poser la question. Et le dernier point, c'est le stockage. En fait, le stockage d'énergie qui est très opportunistique, de se dire, est-ce que je peux bénéficier de cette flexibilité entre une génération conventionnelle au gaz et une génération électrique, et pour changer lorsque les coûts sont plus agréables ou en faveur entre l'un et l'autre, et surtout à quel moment. Donc, c'est ça le concept d'électrification hybride, c'est de se dire à T0, je veux gérer une électrification, mais je veux savoir dans quel timing et à quel moment ça va être un bénéfice pour moi. Donc, il existe relativement peu de technologies aujourd'hui, en tout cas pour générer à la fois de la vapeur ou de l'eau chaude. Certaines sont très connues, encore une fois, comme la chaudière, qui finalement elle est très bien. Une chaudière électrique, c'est très polyvalent. Ça a des taux d'efficacité relativement faibles et c'est surtout, on va dire, relativement peu cher, en tout cas par rapport à d'autres technos. Mais il peut exister mieux, dépendamment de la taille de votre site, dépendamment de l'intensité de votre production. On peut s'orienter vers des pompes à chaleur qui ont des gains d'efficacité beaucoup plus importants. Le seul problème, c'est, on va dire, le ratio entre l'élévation de chaleur entre l'entrée et la sortie qui peut être des fois à vérifier. Et surtout, ça peut coûter un peu plus cher si on en met plus. La recompression mécanique est aussi très intéressante, avec, encore une fois, là, des efficacités beaucoup plus importantes. Et donc, en fait, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs technologies disponibles. Le point principal étant de choisir la bonne pour garantir en sortie une même qualité, et pour garantir, on va dire, un plan d'affaires qui soit positif à la fin. Parce que ce qu'on a souvent aussi, c'est de se dire, je veux démarrer ma décarbonation, je veux démarrer mon électrification, mais ça me coûte cher. Et je veux savoir combien ça va me coûter, en tout cas à la sortie, une fois que j'aurai démarré tout ça, et dans quel timing. L'intérêt de faire cette électrification hybride, donc si on n'arrive pas à faire une électrification 100% qui permet effectivement de décarboner, c'est de se dire, le concept va reposer sur en fait les revenus qui vont être générés. Donc des revenus soit additionnels par un agrégateur, donc un agrégateur c'est quelqu'un qui va vendre l'électricité sur le marché, qui va et qui va vous rétribuer en fait en fonction, ou à l'inverse, c'est-à-dire de consommer moins. Donc soit de la sobriété, soit de consommer moins, soit d'avoir un agrégateur. Le point principal étant, et l'objectif étant de réduire le coût des carburants, donc la consommation brute de gaz naturel ou autre, de la compenser plutôt par l'électricité, excluant les autres consommations, pour au final réduire tout ça. Et le cas d'étude en sortie doit être positif. En tout cas, c'est l'objectif qui est poursuivi pour que ça permette d'avoir un intérêt en sortie. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un cas d'étude en fait qui a été réalisé. Alors, c'est une industrie chimique légère. C'était aux Pays-Bas. Leur problématique était double. À la fois, donc aux Pays-Bas, il faut savoir que le réseau électrique est très congestionné, parce qu'encore une fois, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Par contre, en plus de la congestion, et ça, c'est applicable en France, la disponibilité du réseau n'était pas là. C'est-à-dire que les demandes qui avaient été faites auprès du fournisseur électrique étaient
on n'est pas capable de vous le donner maintenant, mais on va être capable de vous le donner dans un temps très long. Donc, ce client, en tout cas, avait une difficulté, puisqu'il avait une volonté de décarboner, une volonté d'électrifier. Il se demandait réellement comment il pouvait faire, tout en ne baissant pas sa production et tout en maintenant une certaine, on va dire, disponibilité. Alors, la partie grise était ce qui était existante, la partie verte est ce qui a été rajouté. En fait, le site en lui-même avait une chaudière qui faisait exclusivement la génération de vapeur, une chaudière qui était surdimensionnée. Et en fait, la chaleur résiduelle n'était absolument pas réutilisée. Et ça, il n'y avait pas de flexibilité non plus. Donc, la manière dont on s'y est pris, si je reprends en fait les 3 approches que j'ai mis au début, évaluation, exécutabilité, opérabilité, effectivement, on a fait une première évaluation. Est-ce que ça avait un intérêt ou pas pour lui d'électrifier? Ce qu'on s'est rendu compte, c'était l'électrification 100%, c'était pas que ça n'avait pas d'intérêt, mais c'était assez difficilement atteignable dans un temps court. Par contre, on lui a dit, dans un temps moyen, vous pourriez avoir au moins les deux pour compenser et pour jouer en fait avec ces 2 énergies. Ça, c'était le premier retour qu'on lui a fait. Il nous a fourni donc les pas horaires de ses chaudières, en fait les différentes consommations. Et ce qui en est sorti, c'est de se dire, aujourd'hui, vous avez une génération conventionnelle qui porte sur la génération de vapeur qui porte sur cette chaudière. On va la compléter par une génération de chaudière, par une génération électrique, c'est la chaudière électrique. Et pour la partie haut, on va récupérer la chaleur résiduelle et on va retirer une pompe à chaleur pour l'eau. Ça va être complété par une batterie, là, donc c'est le terme qui est utilisé, qui est BESS, en fait, justement pour, in fine, pouvoir alterner l'une ou l'autre. La deuxième étape, qui n'est pas présentée ici, mais qui a été faite, c'est une fois que les process ont été identifiés, ont été dimensionnés, c'est de se dire quel va être l'impact sur le réseau électrique. Parce que mine de rien, même si ce n'est pas une électrification 100%, il y a une électrification qui est en cours et il y a un impact sur son réseau électrique. Donc, la deuxième étape a été de dimensionner, de scénariser en fait les différents impacts dans le temps et de se dire quel va être, on va dire, le meilleur moyen pour, on va dire, réduire, l'investissement et d'avoir quelque chose qui soit optimum. Donc ça, c'était la deuxième partie de faisabilité. Et une fois que dans ce cas-ci, cet industriel a vu qu'il pourrait maintenir sa production, avoir une flexibilité sur les coûts, éventuellement gagner un peu d'argent même suivant les mois, et surtout de pouvoir gérer ses investissements, il a pu démarrer et passer à l'étape suivante qui est une partie de projet. Alors vous allez me dire, Antoine, d'accord, ça c'est la partie technique. La partie méthodologique qui est de dire je définis mon process, quelles sont les meilleures possibilités dans un premier temps et dans un deuxième temps la partie électrique, est-ce que c'est rentable financièrement? Donc ça c'est le deuxième point, le troisième point que je vais vous montrer. Le point en fait c'est le résultat. Donc le résultat qui en a été fait, c'est de se dire si vous installez ça, est-ce que c'est rentable? Le retour sur investissement est d'à peu près 12 ans. Alors, pour ce client-ci, c'était acceptable. Je sais qu'en général, on a des retours sur investissement qui tournent autour de soit 3 ans, soit 10 ans, soit un peu plus. Donc, le 12 ans était à la limite dans ce cas précis. Et on s'est rendu compte qu'en prenant l'historique des prix de l'électricité sur les dernières années et en faisant des projections, on arrivait à générer un retour sur investissement qui était plutôt intéressant entre ce qui était la situation initiale. Donc, on le voit ici, entre la situation hybride, ce qui fait quand même une réduction de coûts assez importante. Et sur 12 ans, l'investissement qui était proposé soit en termes de batterie, soit en termes de chaudière, ou en termes d'ajout de panneaux solaires, sur 12 ans, on est quand même relativement confiant que ces équipements vont rester. Ça, c'est une fois que l'étude a été réalisée. Ce qui peut être fait par la suite, c'est de se dire OK, j'ai mes 12 années, mais ça ne me suffit pas. Est-ce qu'on peut faire un peu plus? Donc, il y a des choses qui n'avaient pas été revues parce que ça ne faisait pas partie de la demande, mais qui est de se dire, est-ce que je peux effectivement rajouter un agrégateur pour réduire encore ce temps? Est-ce que je peux rajouter d'autres technologies comme le solaire thermique pour générer de l'eau chaude à partir du soleil pour encore réduire les coûts? Il y a d'autres avenues. Bon, je trouve que dans ce cas-ci, c'était ce qui en est sorti.
Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans tout ce que je vous ai raconté, c'est la manière. On regarde le process, on regarde par lesquels il faut les remplacer pour que ce soit pertinent d'un point de vue technique, mais surtout d'un point de vue qualitatif. L'impact sur le réseau électrique, qui est une démarche aujourd'hui qui n'est pas de 1 pour 1, mais qui est de bien regarder comment ça va s'articuler et comment ça va être bien connecté au process, avant de retourner voir le fournisseur d'énergie. Et la dernière étape, de voir si c'est financièrement intéressant. Le côté financièrement intéressant peut être, on va dire, conjugué avec d'autres idées, agrégateurs, solaire thermique, d'autres technologies pour encore le réduire. Et si je fais ces trois approches, le point principal, c'est que on est capable, ça pour notre partie, pour Schneider Electric, d'évaluer rapidement les potentiels d'un site aujourd'hui grâce à ces concepts. Ce qui pourrait être fait généralement par la suite, c'est, encore une fois, comme j'ai dit, solaire thermique, mais optimiser certains autres procédés énergivores pour pouvoir y arriver. Alors, aujourd'hui, on peut y arriver, soit des électrifications 100%, ou soit des électrifications à 50 ou 70%, ou en tout cas, comme ici présenté, une électrification hybride. Le point qui arrive, le dernier point, est là qui est, on va dire, purement financier, lorsque je suis un patron de site ou un responsable d'ingénierie, c'est de se dire, d'accord, mais ça va être quand même relativement important en termes d'investissement. Est-ce que sur la durée, cet investissement va être réduit, la partie OPEX, ou comment est-ce que je peux aujourd'hui réduire cet investissement au départ? Parce que la partie CAPEX, c'est quand même pas négligeable, surtout lorsqu'on part sur l'électrification. Donc, sur cet investissement de départ, sur le CAPEX, je vais redonner la main à mon collègue, à Nicolas, qui vous parler d'une approche qu'on prend, qui est l'énergie as a service, qui en fait permet justement d'essayer de mitiger cette partie investissement CAPEX au début. Voilà, si vous avez d'autres questions, je les prendrai dans le chat ultérieurement. Je laisse la main. Nicolas, merci. Merci beaucoup, Antoine. Donc, effectivement, c'est très bien résumé par Antoine. Le sujet dont on va parler maintenant, il pourrait se résumer avec cette phrase: comment se libérer de cette contrainte du CAPEX et comment OPEXifier finalement ce type d'investissement. Une des méthodes, il y en a plusieurs, je pourrais parler du leasing, je pourrais parler enfin, voilà, il y a des méthodes qui permettent d'aller OPEXifier, mais une des méthodes qui a un certain nombre d'avantages qu'on va pouvoir voir ensemble maintenant, c'est ce qu'on appelle l'énergie as a service. D'abord, le constat. Donc, on l'a bien vu dans l'exemple, d'Antoine. Dans le constat, on partage un challenge, je dirais, tous les industriels. C'est le cas chez Schneider Electric et c'est le cas chez vraiment quasiment tous les industriels. Les exceptions sont assez rares, donc très curieux de voir si vous avez une exception à nous partager. Mais on partage ce challenge. Le premier, c'est on vit aujourd'hui avec des prix de l'énergie qui sont volatiles. Ces derniers temps, ils ont été relativement bas pour le gaz, mais il y a 2 ans, je pense que vous vous en rappelez, ce n'était pas du tout le cas. Pour l'électricité, ça dépend de beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres. Donc, typiquement, via des contrats de PPA ou via certains types de contrats, on a des prix d'électricité qui sont plutôt faibles aussi, mais c'est vraiment très, très variable et très volatile. On a de plus en plus de clients qui ont augmenté la part de variabilité de leur prix de l'énergie et qui aujourd'hui sont beaucoup plus soumis à des prix spot qu'avant et donc qui ont encore plus de volatilité sur les prix de l'énergie. Parfois pour aller capter des gains, mais le fait est que c'est volatile. Le deuxième, c'est une ambition de décarbonation. On a tous cette ambition. Rares aujourd'hui sont les industriels qui n'ont aucune ambition. Parfois, c'est des ambitions un peu long terme, un peu floues, mais on a tous une ambition de décarbonation. On a aussi très souvent une ambition et un objectif dédié sur la performance énergétique. Je veux réduire mon intensité énergétique, je veux réduire les kilowattheures que je consomme par tonne produite, par équipement produit, et j'ai un objectif qui est dédié sur cet indicateur. Et enfin, des contraintes d'investissement. Donc parfois, dans certaines cultures de société, notamment de société familiale, on a la culture encore très ancrée industrielle du CAPEX. J'ai un projet d'investissement, je vais chercher un CAPEX.
Mais beaucoup de sociétés aujourd'hui, soit pour des raisons d'endettement, de volonté de prioriser ce CAPEX sur des assets productifs et moins sur des utilités, ont un peu mis en pause certains projets liés aux utilités, qui pour beaucoup d'industriels sont finalement juste un service. J'ai besoin d'air comprimé, j'ai besoin de vapeur, j'ai besoin de froid, mais c'est une utilité. Fournissez-moi 6 bars d'air comprimé et c'est tout. Donc finalement, sur ces assets-là, on a souvent eu moins d'investissement ou en tout cas des contraintes de temps de ressources en investissement importantes. Donc dans ce contexte-là, la proposition de l'énergie as a service, notre proposition, c'est d'accélérer la réalisation de ces actions. Typiquement, dans l'exemple d'Antoine, une action d'électrification, en libérant cette contrainte du CAPEX et en maximisant l'impact en assemblant plusieurs actions. L'idée dans l'énergie as a service, c'est d'agréger des actions à temps de retour sur investissement rapide, une variation de vitesse, une récupération de chaleur fatale, donc des actions qui vont permettre de générer des gains rapidement, avec les vraies actions ambitieuses qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Gagner quelques pourcents sur une motorisation électrique, malheureusement, ce n'est pas ça l'élément déterminant. Par contre, ça peut générer suffisamment d'économies d'énergie par rapport à l'investissement pour aider le financement global du projet. Donc cette idée de bundle et d'associer des actions, elle est primordiale pour améliorer le temps de retour sur investissement global et permettre et rendre viables ces projets. Donc globalement, de quoi on parle? De faire un projet qui permet donc de faire des économies évidemment en kilowattheure et en CO2, de faire une économie financière et parfois d'aller chercher des flux de trésorerie positifs, c'est l'exemple que je vais montrer juste après, le faire sans CAPEX, ça permet de moderniser les équipements, d'augmenter la résilience du site, d'atténuer le risque, notamment le risque vis-à-vis de la volatilité du prix de l'énergie, mais pas que, aussi les risques parfois réglementaires, techniques. Et ça permet, avec certaines actions, d'améliorer la numérisation du site, ça permet d'avancer plus loin dans la digitalisation et d'avoir un site aussi plus connecté, et ce qui a des bénéfices connexes, puisque plus on a de data et quand on sait les utiliser, ça permet de faire d'autres actions bénéfiques pour le site. Donc l'exemple que je vais montrer, c'est un exemple, on va dire, idéal. Ça ne veut pas dire que c'est applicable pour tous les exemples, et donc ça, c'est un vrai cas, c'est un cas concret qu'on a chez un client. Mais c'est un cas idéal. Donc, on a aussi des cas qui ne sont pas aussi favorables. Ce qui est important de comprendre, c'est le fonctionnement ici de l'énergie de service qui est détaillé année par année. Donc, ce qu'on voit à droite, c'est un tableau des flux de trésorerie annuels liés à l'énergie. Donc, la barre complète qui irait jusqu'en haut, jusqu'au trait rouge, c'est le prix, donc on le voit sur l'année 1, c'est combien coûte la facture énergétique à la fin de l'année pour le site. Donc gaz, électricité, à la fin j'en ai pour 1,2 million. OK. On a fait une projection ici sur les prochaines années. On voit que ça augmente. Pourquoi? Parce que c'est un site qui avait une augmentation de sa production. Donc voilà, on avait une projection à la hausse aussi sur les années à venir. Le but de l'énergie de service, dans ce cas, c'était de générer un cash flow positif. Donc ça a été d'être dans un cas où les économies d'énergie générées par l'ensemble des projets identifiés étaient supérieures aux frais de service de l'énergie de service. Donc l'opexification du CAPEX, ce montant en OPEX, est inférieure aux économies générées sur ce site. Là, on parle ici des économies d'énergie. C'est important d'inclure dans ces économies d'énergie d'autres paramètres, notamment dans l'énergie de service, est inclus la maintenance, puisque les équipements appartiennent à la SPV qui est créée pour être propriétaire des assets. Sont inclus dans les économies en CO2,
Donc, si vous avez fait une électrification et que vous avez réduit votre scope 1, soit vous êtes un site qui est PNAKé avec le prix de la tonne de CO2 à l'EUETS, vous avez un prix direct et une économie directe, soit vous avez une politique interne avec un prix interne du carbone qui vous permet de quantifier les économies en CO2 en euros. Et évidemment, les coûts sur la facture énergétique. Donc, ce qu'on voit ici en vert, c'est des économies finales, finalement, une fois qu'on a déduit les coûts des services fees. Et ce qu'on voit en bleu, c'est le service fee annuel. Comment on le calcule? Donc là, dans l'exercice de l'énergie à service, on a créé le but, c'était de prendre ce CAPEX, de l'OPEXifier, de voir tous les coûts en OPEX qu'il allait avoir, donc juste le coût du CAPEX qui est lissé, plus les OPEX annuels. Et le but du jeu, ça va être de définir une baseline, donc quelle va être ma situation de référence, combien je consommais l'année X, de définir des objectifs en performance énergétique. Donc, je vais réduire de 10%, par exemple, la consommation énergétique, donc la facture énergétique du site, par rapport à cette baseline, en prenant en compte tous les facteurs d'influence qui permettent d'avoir une vraie performance énergétique et non pas seulement une économie absolue. Et ensuite, je vais donc calculer, en fait, on s'engage sur cette performance énergétique et on va calculer un prix de ce qu'on appelle du mégawattheure, donc c'est le prix du kilowattheure évité. Et le prix du kilowattheure évité multiplié par les économies d'énergie qu'on sera venu vérifier avec une mesure et vérification à la fin de l'implémentation de l'action, c'est ce qui va calculer la redevance du projet. Et avec cette formule de calcul, on comprend que quand on atteint un prix du kilowattheure, un prix du mégawattheure qui est inférieur au prix du kilowattheure, on est dans un cas avec ce qu'on appelle une rétrocession positive et donc avec des économies supérieures à la dépense annuelle. Donc ça, c'est le cas parfait, c'est le cas idéal. Et quand on arrive à un business case comme ça, généralement, il y a très peu de freins pour le faire signer. On est d'accord avec la finance, avec la technique, avec toutes les parties prenantes qui fait que ce type de projet se font. Je vais aller rapidement sur les étapes pour garder un peu de temps pour les questions-réponses, mais voilà comment on accompagne nos clients sur ce type de contrat. On va d'abord faire ce qu'on appelle une pré-étude. C'est une étude de faisabilité avec un business case cible qui va être fait sur site. Ça correspond un peu à une étude énergétique. On va identifier les différentes actions, donc, que ce soit de l'efficacité énergétique, de la décarbonation. On va les coupler, les mettre ensemble dans un scénario. Et on va se définir un business case cible qu'on va aller défendre en phase de conception et qu'on va venir confirmer avec des chiffrages exacts, puisqu'on aura des chiffrages pour l'implémentation de toutes les actions. À la fin de cette conception, on a une phase qui est pas négligeable, qui est la phase de contractualisation. Il y a des notions qui sont assez importantes dans ces contractualisations. C'est souvent un temps long du projet aussi, qu'on essaie d'anticiper le plus possible et de démarrer le plus tôt possible. Mais c'est une phase qui est très importante et qui permet d'avoir un contrat avec la difficulté de ce véhicule intermédiaire qui vient porter l'investissement, et qui permet à la fin de réaliser ce projet. Ensuite, on va faire le projet. Donc là, ça dépend du projet, hein, mais il y a souvent des contraintes aussi liées au site. S'il y a des... tout à l'heure, on parlait dans l'exemple d'Antoine, on parlait de chaudière. Donc, une chaudière vapeur liée au process, forcément, il faut qu'on attende un arrêt technique. Ce n'est pas toujours facile de trouver cet arrêt technique. Est-ce qu'il y en a un fin août ou est-ce qu'il y a 3 jours en décembre? En tout cas, voilà, il faut se phaser avec la réalité du site pour implémenter les actions. Ensuite, on a toute la phase de mesure et vérification pour laquelle on suit un protocole international qui est l'IPMVP. On vérifie les gains et en fonction de ces gains, on a le démarrage de la facturation et il y a toute la phase d'exploitation qui là dure, dans l'exemple que je présentais juste avant, 10 ans, mais qui peut aller même au-delà et parfois un peu moins quand on a des temps de retour sur investissement qui permettent d'être sur des durées un peu moins longues. Très rapidement, quelques exemples d'actions. Le seul message en fait sur cette slide, parce que voilà, on va dire qu'il y a 2 messages. Le premier, c'est
on a beau être Schneider Electric, notre équipe est constituée aussi bien d'experts électriciens, mais aussi d'experts thermiciens. On a vraiment une compétence énergétique globale et on est aujourd'hui capable de travailler sur des sujets purement thermiques comme une récupération de chaleur fatale, un fuel switch, comme des sujets purement électriques avec une amélioration d'un procédé électrique avec de l'automatisation. Voilà, on a vraiment une compétence transverse qui ne s'arrête pas au simple sujet électrique comme le nom Schneider Electric l'entend. Et ensuite, quelques exemples. Donc là, typiquement, sur la première étape, on voit un petit peu le bilan énergétique, les différents scénarios de décarbonation qui sont faits, la liste des actions qui vont être mises en place, et la traduction dans ce qu'on appelle le waterfall. Donc, c'est ce que je présentais un peu tout à l'heure, la situation de référence et les différentes actions qui permettent d'atteindre l'objectif de décarbonation qui nous avait été fixé. Et un autre exemple ici de décarbonation, une étude de cas que je vous laisserai découvrir dans le partage des slides et dans le replay. Merci beaucoup.